Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous avons vu bien sûr la mécanique quantique, c'est le but de cette série. Nous avons également vu la mécanique quantique relativiste. Et nous avons vu qu'elle conduisait à des difficultés, des inconsistances dues aux états d'énergie négatifs. Nous avons remarqué que cela impliquait forcément la description d'une théorie multiparticules avec création et destruction, annihilation de particules. Cela mène en fait ultimement à la théorie quantique des champs. Donc la question se pose, est-ce que le monde est fait de particules ou bien de champs? Notons que les ondes, ce sont des formes de champs particulières. Il y a pratiquement identité entre champ et onde. Et nous avons adopté une position ondulatoire. Donc ce n'est pas incompatible, mais la question se pose quand même. Les théoriciens, les théories sont très pragmatiques. Elles font le lien entre les mesures, elles décrivent les résultats, mais ne fixent pas l'ontologie. Elles ne disent pas ce sont des particules ou des ondes ou des champs. Ce sont des objets mathématiques qui sont utilisés pour ultimement décrire les résultats sans fixer une ontologie particulière. Il existe toujours beaucoup d'alternatives, nous le verrons avec les interprétations, et ça rend les choses compliquées pour comprendre. Toutefois, c'est assez important parce que même si certains considèrent que ces questions qui sont proches de la métaphysique, ou en tout cas de la philosophie, l'ontologie est un terme de philosophie, l'histoire a tout de même montré qu'il était utile de comprendre les fondements des théories et de comprendre ces théories et leur ontologie pour progresser vers de meilleures théories. Une autre propriété qui est importante en physique, ce sont les résultats définis des mesures. Donc quand on effectue une mesure, par exemple on mesure la position d'une particule, on trouve un résultat bien défini, une valeur mesurée. Et cette mesure est enregistrée. Par exemple, elle va être enregistrée sur une bande magnétique, sur une feuille de papier, dans un ordinateur, etc. Ou dans l'esprit de l'expérimentateur. C'est même la base de la science empirique. Sans résultat défini des mesures, et sans la possibilité d'enregistrer, de noter ces mesures, il serait impossible de faire de la science expérimentale. Alors, ça peut sembler un peu trivial de citer ça, mais on verra les difficultés qu'il y a à comprendre en mécanique quantique, et en particulier en mécanique quantique relativiste, et en particulier aussi avec le théorème de Malamud. Ainsi, par exemple, dans les interprétations, dans la théorie de Bohm, la base de ces enregistrements physiques des mesures, ce sont les positions des corpuscules. C'est ça qui permet d'avoir une information précise. Et dans la théorie des mondes multiples, dans l'interprétation des mondes multiples, ces données sont les résultats obtenus par un observateur dans un monde particulier, le monde auquel il appartient. Donc là aussi, il y a plusieurs manières de voir. Enfin, il y a le problème de la mesure. Alors justement, ça c'est un problème épineux. On en a déjà un peu parlé. Supposons qu'on ait un système S qui est dans un état superposé X plus Y. Par exemple, des positions, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être le spin, par exemple. Et on a un appareil de mesure, M, qui est dans l'état initial M0, et qui interagit pour mesurer l'état du système. Or, il se fait qu'en mécanique quantique, quel que soit l'hamiltonien, l'évolution est toujours unitaire. C'est-à-dire que ça ne peut évoluer que vers un état intriqué, où l'appareil va être dans un état mx qui dit ça vaut x, plus y, vers l'état my. Donc, il n'y a jamais disparition d'une composante, l'appareil de mesure prend un état superposé x plus y.
Mais ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on obtient avec des appareils. On n'a pas de résultat défini des mesures avec une telle évolution. D'où la difficulté en mécanique quantique d'expliquer le résultat défini des mesures. Comment peut-on l'avoir alors que l'évolution quantique l'interdit? Dans la formulation initiale de la mécanique quantique, qui est due essentiellement à von Neumann et à Dirac, ils ont introduit la réduction. Donc lors de la mesure, il y a réduction dans un état avec une probabilité dictée par la règle de Born. Ici, une chance sur deux d'obtenir un résultat ou l'autre. Et on a vu qu'il y avait des difficultés pour la réduction avec la relativité. Elle semble être un point de vue. La réduction ne semble pas être un processus physique. Parce qu'on a vu dans les états intriqués que cela conduisait à dire « Ah, il se réduit ou pas ». Il est dû à la réduction d'une mesure ou à la réduction d'une autre mesure. C'est une question de point de vue. Et donc, comment alors à ce moment-là dire « J'obtiens un état bien défini » puisque ça dépend de l'observateur. Alors que quand on fait des expériences en physique, je prends un appareil, je mesure la position d'une particule, j'obtiens un résultat que je peux noter, enregistrer. Tout autre observateur sera d'accord pour dire que oui, c'est bien le résultat que j'ai obtenu. Il y a là un mystère qui reste à éclaircir. Une solution, c'est d'introduire des variables cachées. Mais avec la relativité, là aussi, il y a des difficultés. La plupart des interprétations à variables cachées sont des interprétations non relativistes. Une des meilleures, c'est la théorie de Bohm, parce qu'elle est complète pour ce qui est de la mécanique quantique non relativiste, mais non relativiste. Dès qu'on introduit la relativité, le problème devient tout aussi difficile. Il n'y a, à ma connaissance, pas de théorie à variables cachées relativiste satisfaisante. Qu'en est-il de la théorie quantique des champs? Améliore-t-elle la compréhension? Mais non, elle n'apporte rien. Parce qu'à la base de la théorie quantique des champs, c'est toujours la mécanique quantique, avec ses états superposés et ses évolutions linéaires. Même quand on parle de champs, on obtient des situations tout à fait analogues. Même si mathématiquement, ça peut être un peu plus compliqué. Mais ça n'apporte aucune solution. Et donc, elle n'explique pas non plus une éventuelle réduction dans un état, un résultat défini. Voyons un peu maintenant le théorème de Malamud, qu'il a pondu en 1996. C'est donc relativement récent. Il part de postulats, de quelques postulats, 4 postulats, très simples, presque triviaux, presque évidents. Tellement évident que ces postulats seraient forcément acceptés par tout théoricien de la mécanique quantique et de la relativité. Parce que ça coule de source en mécanique quantique et en relativité. On a, d'une part, un espace-temps de Minkowski, M. Donc, en relativité, donc l'espace-temps, c'est celui de Minkowski. Un espace de Hilbert, H. Et on a un objet, S, qu'on suppose bien défini, bien délimité, par exemple une particule. Et on pose la question de sa mesure, de la mesure de la position de cet objet dans une certaine zone. Cela peut se traduire par un opérateur, en fait un projecteur, P delta, qui projette un état quelconque dans un sous-espace de l'espace de Hilbert qui correspond à dire S est dans une zone spatiale delta bien déterminée. La question est, que peut-on dire sur ce projecteur? Alors, voyons les postulats. Il y a d'abord le premier qui est la covariance à la translation. C'est un principe relativiste de base. La théorie doit être invariante par translation. Si on a UA
qui est le générateur des translations, un opérateur unitaire, nous avons vu cela, qui génère les translations dans l'espace ou le temps, alors on doit avoir que P delta plus A est un vecteur, est égal à UA fois P delta fois U moins A. Ça revient à dire que si le projecteur me donne la probabilité de trouver l'objet dans une certaine zone, si je translate le tout, alors l'opérateur translaté doit me donner la même probabilité, le même résultat dans la zone après translation. Ça paraît évident. Le deuxième postulat, c'est celui d'énergie finie. Celui qui pose problème dans la mécanique quantique relativiste avant de passer à la théorie quantique des champs. Si H est l'opérateur des translations dans le temps, alors l'opérateur UTA, déplacement dans le temps et l'espace, est égal à exponentielle, donc l'opérateur hermétique, l'opérateur unitaire qui génère ces translations, c'est l'exponentielle de moins ITH de A. C'est les choses que nous avons vues. H est alors l'hamiltonien du système. Il décrit l'énergie du système, c'est l'opérateur qui correspond à son énergie. Et le postulat dit que le spectre de l'opérateur, c'est-à-dire l'ensemble de ses valeurs propres, doit être borné vers le bas. C'est-à-dire, il doit exister un état de base. Si ce n'était pas borné, il y aurait des états jusqu'à une énergie infiniment négative. D'où le titre énergie finie. Ça aussi, c'est une évidence. Et on a vu que c'était une des difficultés avec la mécanique quantique relativiste qui forçait à réinterpréter les états d'énergie négative et qui normalement doit aboutir à la théorie quantique des champs où on a effectivement une énergie bornée vers le bas. Troisième postulat, la localisation dans un hyperplan. Alors qu'est-ce que c'est un hyperplan? Eh bien, on a l'espace-temps de Minkowski. Un hyperplan, c'est l'ensemble des points de l'espace à un instant t donné. Évidemment, ça dépend du référentiel. Il peut y avoir des hyperplans différents selon les observateurs, puisque le temps est relatif. Mais pour un observateur donné, une coordonnée du temps donné, à un instant t donné, on a l'ensemble des points spatiaux. En fait, c'est un volume. C'est ça qu'on dit hyperplan. On pourrait dire volume. On a un hyperplan dans lequel, à un instant donné. Et supposons qu'on est dans cet hyperplan, dans cette zone à un instant donné, deux zones spatiales, delta 1, delta 2, qui sont disjointes. Donc il n'y a pas d'intersection entre les deux. Alors Malaman dit, dans ce cas-là, P delta 1 fois P delta 2 égale P delta 2 fois P delta 1. Donc ça commute. On y reviendra juste après. Mais en plus, c'est égal à 0. En fait, ça revient à dire, si dans une zone spatiale à un instant donné, si je trouve un objet avec 100% de certitude dans une zone, alors je ne le trouverai pas dans une autre zone. Ils ne peuvent pas avoir un produit non nul parce qu'on ne peut jamais avoir l'objet avec une certitude à 100% à deux endroits. Avec une certaine probabilité, mais pas avec une certitude de 100%. Le postulat, à nouveau, on ne peut plus logique. Et enfin 4, si on a delta 1, delta 2, deux zones spatiales qui sont séparées spatialement. C'est-à-dire que ces deux zones sont disjointes et aucun signal ne peut les joindre en allant moins vite ou à la vitesse de la lumière. Ce sont les intervalles spatiaux en relativité. Donc, on a deux zones spatiales séparées, largement séparées, de manière à ce qu'aucun signal n'ait le temps de se propager. Notons que ces deux zones spatiales ne font pas nécessairement partie d'un hyperplan. Dans ce cas-là, on a même dit P delta 1, P delta 2 égale P delta 2, P delta 1. C'est-à-dire que ça commute. Ce qui veut dire que les deux variables, les deux mesures et ces deux endroits sont compatibles, indépendants. Et c'est logique, parce que il signifie qu'aucun signal
n'a le temps de se propager et donc ne peut influencer l'autre mesure. Les mesures aux deux endroits sont forcément indépendantes. Et donc les projecteurs doivent commuter. C'est même un postulat qui est adopté en théorie quantique des champs. En théorie quantique des champs, quand on élabore, on va jusqu'à un certain stade, et puis à un moment donné, on dit voilà, deux opérateurs de champs à des endroits séparés par un intervalle spatial qu'aucun signal ne pourrait joindre, ces deux opérateurs doivent commuter. C'est un postulat utilisé en théorie quantique des champs et qui marche très bien. En fait, ceci est suffisant pour le théorème de Malaman. Mais les théoriciens seraient même prêts à aller encore plus loin. Et de dire que même dans ce cas-là, ça doit être égal à 0. Parce que si aucun signal ne peut se propager entre les deux zones, à ce moment-là, si j'ai une certitude à 100% de trouver l'objet là, je n'ai aucune chance de le trouver à l'autre endroit. Mais Malaman ne va même pas jusque-là. Lui, il dit, moi ça me suffit, j'ai pas besoin de poser ça. Pourtant c'est logique, hein. Pour les théoriciens, ce serait logique, parce que si deux points sont séparés par un intervalle spatial, alors, si vous avez suivi la série sur la relativité, vous savez qu'il est toujours possible de choisir un référentiel dans lequel les deux événements sont simultanés. Et donc, peuvent faire partie d'un hyperplan. Ce qui nous ramène au 3. Mais Malaman dit non, même pas besoin d'aller jusque-là. On développe alors le théorème, sa démonstration. Je ne la donnerai pas ici. Je dois avouer que je ne l'ai pas en détail parce que j'ai une partie de la démonstration, mais pas toutes les étapes. Certaines étapes un peu complexes sont dans l'article original qui n'est pas disponible publiquement. Il est payant. Et vous pourrez y accéder si vous êtes abonné à la revue dans laquelle Malaman avait publié et si vous faites l'effort d'investir dans l'achat de cette revue. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il utilise des outils très sophistiqués qui font appel à la logique formelle, la logique mathématique, et en particulier la logique quantique. Nous en dirons d'ailleurs bientôt quelques mots. Et il aboutit au résultat que si ces 4 postulats sont vérifiés, alors P delta, le projecteur sur une zone, donc la question, l'objet était dans une certaine zone. Si delta est un ensemble fermé, c'est-à-dire borné, il délimite une certaine zone finie de l'espace, il ne s'étend pas à l'infini. Donc on prend une zone bien finie, c'est pas un ruban de l'espace qui s'étendrait jusqu'à l'infini, c'est pas non plus un volume infini, c'est vraiment une zone fermée avec une frontière. Dans ce cas-là, P delta égale 0. Le projecteur est nul. C'est un résultat particulièrement surprenant. Il faut avouer que pour un théoricien, dont je suis, voir ce résultat, c'est oh, 0, pourquoi 0? Le fait d'avoir adopté ces postulats implique qu'il doit être égal à 0. Et nous verrons que les conséquences sont assez importantes. On verra les conséquences dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.